Alors bonsoir, merci d'être resté puisque c'est cette table ronde qui va poursuivre nos discussions et nos échanges. Et puis évidemment d'abord peut-être autour de la table et puis avec vous bien sûr ensuite, puisqu'on avait voulu ce moment d'échange un peu plus long cette année qu'il y a 2 ans, avec possibilité bien sûr que vous interveniez. Alors tout d'abord, je voudrais expliquer que nous avions invité Cap Atlantique, les représentants de Cap Atlantique à l'environnement, le représentant des eaux, donc Monsieur David, qui est maire d'Assirac et qui est responsable de la qualité des eaux sur Cap Atlantique. Il y avait aussi Annabelle Garand, qui est responsable environnement à Cap Atlantique. Et puis, nous avions aussi évidemment invité Maud Danet, qui est chef de service sur l'environnement Cap Atlantique. Nous avons eu un mail hier soir à 17h59, voilà, nous disant qu'il ne serait pas disponible pour venir aujourd'hui. Alors, avec des raisons, peut-être, Monsieur David avait un problème de santé. Madame Garand, ça se comprend, et ça, nous le savions que c'était pas sûr du tout, puisqu'elle est en train de créer elle est vétérinaire et elle est en train de déménager son cabinet. Donc, elle part dans une autre région. Donc, on savait que c'était pas sûr du tout qu'elle vienne. Et puis, Maud Daneb, voilà, elle n'est pas là. Alors, je voulais vous prévenir, puisque cette table ronde, normalement, aurait dû permettre de poser des questions à notre communauté d'agglomération, qui, en fait, on a préparé en plus cette journée avec eux, Philippe et puis Pascal, Emmanuel, on est allé les voir plusieurs fois. On avait vraiment un bon travail coopératif avec eux, et surtout, on tenait à dire que Cap Atlantique, on aurait eu forcément des choses à leur demander sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, mais dans l'ensemble, sur l'environnement, ils font un bon travail aussi. Donc, c'était aussi le lieu de mettre en valeur leur travail. Donc, on va faire sans eux, mais comme disait Jean-Yves, on va faire un compte-rendu circonstancié avec les questions que vous allez poser et celles que nous posons, mais aussi avec ce que nous reconnaissons comme étant positif. Et puis, ils auront connaissance de ce compte-rendu avec les questions et avec tout. Voilà. Donc, à toi. Tu te serviras de ça. Bon, bonsoir tous. Je ne me représente pas, je n'ai pas de raison. Mais peut-être qu'il aurait fallu, comme moi, les payer grassement pour qu'ils viennent, même de Paris. Hein? Bon. Je suis bénévole, donc je peux me permettre tout. Non, table ronde, c'est une table qui tourne. C'est pas les gens qui se coupent la parole, mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc mon rôle restera un petit peu le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez d'abord vous présenter, mais très rapidement comme ça, là, et ensuite je vais demander au président de l'association organisatrice de poser une question pour lancer les choses ou dire quelque chose, et puis après ça, on n'aura pas de problème. Quand vous voulez parler, même vous ici à table, levez la main. Et puis, à un moment, vous pourrez parler. Dans la salle, pareil. Pas pareil, moins quand même. Ouais. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux que vous avez plus de choses à dire. Tour de table, on commence. Juste qui vous êtes, parce que tout le monde le sait sauf moi, donc allez-y. Dominique Bocarossa, donc président de Cap Environnement, une association qui est localisée sur Pénétin, commune de Pénétin, qui n'est pas la seule commune de la protection de l'environnement. Il y a aussi Metz-et-Vilaine, vieille association de 50 ans, qui a fait un très beau travail. J'en dis un peu plus, mais c'est important, puisque moi je suis simplement que la suite de ce travail, et bien qu'elle soit encore en activité, cette association, je suis donc complémentaire. Et puis je suis évidemment adhérent à Fédération Presqu'île Guérande Environnement. Voilà. Alors, Frédéric Bernard, mytiliculteur sur Pénétin et membre de Cap Environnement également. Guillaume Genre, conseiller municipal dédié aux économies primaires sur Guérande et également gérant du bureau d'études au bio spécialisé dans la phytorémédiation, le traitement de l'eau par le végétal.
Philippe Mulset, président de Patrimoine en Presqu'île. Je voulais aussi excuser Jean-Claude Ménard qui est allé se coucher parce qu'il était aux urgences de Saint-Nazaire hier soir. Il a fait l'effort de venir ce matin, mais il n'en pouvait plus. Voilà. Bon, moi, Catherine Baillage, donc, je suis vice-présidente de Patrimoine en Presqu'île et je suis conseillère municipale aussi à Guérande. Donc Jean-Luc Baolet, je suis paludier depuis une quarantaine d'années. J'exploite encore une dizaine d'œillets sur le petit trait en facissable à revenir sur le coteau. Et je suis aussi conseiller municipal à Guérande. Aurélie Chanu, donc chargée de mission biodiversité au CPIE Loire-Océane. Guy Baron, géographe en retraite. Je suis là pour le plaisir de discuter, d'échanger. Et Christelle Lebotte du groupement d'intérêt public Loire-Estuaire où je suis chargée d'études et de projets. Bon, moi j'ai été comme extérieur et intérieur à la fois, participant, enfin présentant. J'ai été impressionné quand même, franchement, par les... J'ai assisté à des réunions de ce genre, des colloques de ce genre ces derniers temps à Paris, notamment sur le problème des eaux aussi, de la Seine qui n'est pas nageable quand on le voudrait qu'elle soit de manière olympique, par exemple. C'était plus... Comment est-ce que je pourrais dire ? C'était plus énervé, c'était plus... Beaucoup de velléité. Ici, je trouve que vous cherchez des solutions, vous n'êtes pas forcément d'accord, et heureusement, parce que ce serait quand même triste, mais vous avez les mêmes préoccupations de faire mieux et que vos représentants, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, fassent plus que ce que vous voudriez, ou en tout cas que vous sachiez mieux ce qu'ils font. Voilà. Président, une question, et puis on lance les choses. À qui tu veux, sauf à moi. Je souhaitais soulever avec les conchiliculteurs une inquiétude que j'ai sur le changement climatique et savoir si ils ont déjà des retours d'expérience sur les quelques années qui viennent de s'écouler et ici ils ont les moyens de, s'il y a d'ailleurs des enjeux importants pour eux et s'ils ont les moyens de faire face à ces enjeux. Voilà. Donc, à qui tu poses tes questions voilà, par exemple. Comment, sur le réchauffement climatique, on rencontre de plus en plus de problèmes liés aux colorations de l'eau, d'inophysis, et puis c'est des éléments on n'arrive pas à maîtriser, quoi. Donc c'est assez inquiétant pour l'avenir. Un petit peu plus détaillé. Les microplastiques dont vous parlez aussi très bien. Ouais. Les microplastiques. Disons qu'auparavant, il y a 40 ans, quand j'ai commencé la profession, nous n'avions pas de filet de protection sur les poteaux, les bouchots, quoi. Et au fil du temps, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que les moules tiennent de moins en moins sur ces poteaux, quoi. Donc on est obligé de mettre des filets. C'était un filet, 2 filets, et puis on en met 3 et 4. Et on retrouve des soucis avec ces micro-particules ou nanoparticules. Et puis on a certainement des soucis dans l'avenir, quoi. Est-ce que vous regrettez, je ne vais pas dire plaignez, mais est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas une suffisante concertation technique, matérielle, liquide dans votre métier ou quoi ? Si, il y a une concertation. On essaye de trouver d'autres produits pour remplacer le plastique, mais bon, c'est en cours d'étude. Et puis c'est vrai que ça coûte assez cher, et puis il faut prendre le temps, quoi, pour remplacer le plastique, quoi. Et est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ou moins vrai, que certains d'entre vous reprocheraient à d'autres de recevoir leurs déchets pour simplifier, quoi ? Autrement dit, que certains se déchargeraient de leur pollution, entre guillemets, sur d'autres, moins bien placés dans le sens des eaux. Non, je ne pense pas. Bon, très bien.
Je pense que tu veux parler, je pense qu'on va en parler avec Dominique aussi, du parc de l'Oscolo, qui est finalement peut-être avec diverses problématiques, dont justement les rejets de l'Oscolo. Alors, juste Notamment, avant, mais à partir de là, j'ai eu d'autres échos, mais c'est Oui, vous oui. qui en parlez, pas moi. Mais je vais compléter Allez-y. quand même Allez-y. par rapport aux pollutions plastiques. C'est vrai qu'ils sont dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire qu'ils sont avec des filets plastiques sur les pieux de bouchot, et en même temps, ça se désagrège dans l'eau, ça crée des microparticules qui ensuite vont impacter aussi les moules, comme on a pu le voir par la suite. Donc ils se mettent en danger effectivement eux-mêmes. Ils ont réclamé des solutions, il faut le dire, ils ont réclamé des solutions, mais il y a déjà 7, presque 10 ans déjà, mais ils sont confrontés, il faut quand même le dire, à une puissance multinationale de celles qui fabriquent les filets. Et celles qui fabriquent les filets ne fabriquent pas que des filets. Elles fabriquent des barrières plastiques, des coupe-vents plastiques, des filets qu'on trouve dans les supermarchés. En fait, elles couvrent pratiquement toute la production plastique qu'on utilise presque quotidiennement, et faire fléchir, je dirais, une multinationale de ce type. Quand je dis multinationale, c'est donc dans le monde entier qu'elle exporte et qu'elle fabrique. Son siège est d'origine espagnole. Ils ont prétendu, il y a 5 ans, dans un dossier, à la demande des méticulteurs, ils ont prétendu qu'ils étaient en étude. Et depuis 5 ans, il n'y a rien qui s'est passé. C'est-à-dire que ces filets plastiques qui sont effectivement mortels, il faut le dire, mortels sur le court moyen terme, pour les pêcheurs comme pour les méticulteurs, finalement, ça ne bouge pas auprès de ceux qui le fabriquent. Et s'ils le fabriquent, il y a une raison très simple, c'est que c'est un produit issu du pétrole. La production plastique dans le monde, c'est 10% du chiffre d'affaires au niveau du pétrole. Donc tout est lié quelque part. Et eux seuls, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, effectivement, qu'il y ait une grande, une grande manifestation, de façon à ce qu'il soit non plus que les professionnels à exiger qu'il y ait des changements, mais qu'il y ait aussi la population, les populations riveraines du proche littoral, etc., puisque c'est les premiers impactés. Pour finir, on a fait pendant une année, on a fait d'ailleurs avec les méticulteurs, on participait à un ramassage, par exemple, des déchets plastiques sur les plages de Pénétin uniquement. Bon, il y a 25 km de côte quand même. On a fait ça pendant une année. On a fait 5 ramassages consécutifs. Et on a pu ensuite faire un tableau pour voir quels étaient les pourcentages et qui polluait, en quelque sorte. Malheureusement, c'est la pêche. C'est la pêche à 60%, avec effectivement, en plus, la méthyliculture et leurs filets, quoi. Mais tous les produits, c'est assez étonnant, mais alors qu'ils travaillent dans la mer, pour gagner de la vie à la mer, ils utilisent que du plastique. Mais comme nous, au quotidien, on utilise aussi énormément de plastique. Sauf que si eux veulent continuer à vivre, je dirais, de leur pêche ou autre, il va bien falloir qu'ils se posent la question. Est-ce qu'une municipalité peut faire quelque chose, se préoccupe, je suppose, mais peut faire quelque chose face à ces pollutions? Non, c'est pour monsieur Guérand, n'est-ce pas? Peut faire quelque chose et quelle est l'atmosphère dans une municipalité, enfin dans l'équipe, je pense que vous êtes dans l'équipe dirigeante, vous, oui. Donc dans la municipalité dirigeante, dans la majorité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste prendre conscience du problème et puis l'entendre. L'entendre, et à la limite, notre pouvoir serait plus dans la communication pour rendre le consommateur responsable, autant le consommateur producteur des choix de matériaux qu'il va utiliser que le consommateur lambda à qui il faut sensibiliser sur le fait que toute cette masse de plastique finit inexorablement dans l'océan en se divisant, quoi. Vous pouvez développer un peu sur ce que vous espérez des consommateurs, parce qu'on en a, vous étiez là ou pas là, je ne sais pas, mais c'est un sujet qui a été abordé à différents
moments et pour différents aspects. Est-ce que vous pouvez un peu, comme élu, dire ce que vous espérez de la population au sens normal, c'est-à-dire honorable de chacun? Qu'est-ce que vous regrettez peut-être dans ce domaine-là? Prendre conscience du poids que l'on a en tant que masse de consommateurs ou dans notre confort quotidien. Là, c'est un peu mon avis personnel que je donne, mais on a tendance à se déresponsabiliser de ce rôle énorme qu'on a si on regroupe toute cette masse de consommateurs sur le choix de choisir tel matériau, de choisir tel moyen en fait, tous les outils qu'on utilise au quotidien. C'est prendre conscience de son impact sur l'environnement. Il y a eu, je vous passe la parole après, il y a eu, ça m'a surpris, oui, enfin peu importe, à plusieurs reprises, l'Assemblée là, semblait aller vers l'idée qu'un certain nombre de gens, des humains responsables n'étaient pas touchés par les informations, c'est-à-dire les touristes, ceux qui arrivent, 300 000, 400 000, 700 000, bon. Ils existent, ce n'est pas vos électeurs, mais est-ce que vous avez dans la région, alors vous êtes le seul d'une mairie, donc vous allez parler pour les autres, de votre bord ou pas, je m'en fous. Est-ce qu'il y a une réflexion des municipalités sur comment on s'adresse finalement à la majorité pratiquement de ceux qui sont là l'été? D'une certaine manière, encore avec ce seul pouvoir que l'on a sur la communication et la sensibilisation, avec des petites actions qui guident un peu le consommateur, par exemple sur cette sensibilisation que la bouche d'égout, ici commence l'océan, ou alors des actions en fait de cette manière-là qui cherche à responsabiliser le comportement des gens et stimuler un peu le civisme et éduquer les citoyens. Donc, il y a vous savez ou pas, parce que je ne sais pas, il y a une réflexion intercommunale, peut-être à l'échelle de l'agglomération de communes, etc., ou de la sous-région, je ne sais pas, département, sur cette... Parce que le problème ne se pose pas qu'ici, dans cette région. Hein. Le problème des touristes, dans les endroits où ils sont très nombreux, Biarritz a le même problème. C'est presque une quadrature, quelquefois, d'un cercle qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que c'est Moi, ce que je voudrais que vous transmettiez éventuellement comme message à vos collègues et autres municipalités à travers le compte-rendu ici, et ce n'est pas pour vous fliquer, évidemment, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour s'adresser aux vrais consommateurs de la région, quand même? L'été, ce n'est pas les gens de la région, l'été. Ils ne sont pas majoritaires du tout. Non, ni pour l'argent, ni pour les commerces, etc. Mais ça reste principalement des actions de communication. Il y a des réflexions qui sont menées, notamment sur la problématique des concentrations de touristes sur des zones qui sont proches du littoral, sur lesquelles on a des problèmes d'assainissement, par exemple. Donc ça, CAP a bien identifié les problématiques. Par exemple, cet été, il y a eu la plage de Sandin qui a été fermée à cause d'une augmentation de Escherichia coli constatée dans le trait du Croisic. Voilà, c'est des petites actions. Du fait de la surpopulation. Assurément, c'est en fait la pollution, c'est ni plus ni moins que la concentration. C'est comme... J'avais une question avant de filer par là. Je vous donne après, mais j'ai juste, c'est court, hein, votre question. Ah, vous n'avez pas de quoi parler. Vous criez alors.
là, c'était pas du point de vue du consommateur, parce que finalement, moi, en prestige, je me trouve, alors c'est personnel finalement, mais c'est certainement le cas des personnes qui sont ici, plutôt sensibilisées, voilà, à la consommation, à l'utilisation du plastique à titre domestique. Mais en fait, j'avais une question assez peut-être technique, de curiosité par rapport à vos interventions. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, en mytiliculture et au niveau des pêcheurs, on utilise donc communément du plastique et on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour remplacer ce plastique aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des subventions, des aides justement par les communautés des communes ou d'autres organismes dont j'ignore l'existence pour faire des études? Parce que dans votre cas, la problématique, c'est celle-là. Ou alors, j'ai rien compris. Merci. Rendez le micro. C'est bon. Non, mais c'est bon. Ben oui, mais tu le reprends. Monsieur. Allez-y, c'est à vous. Oui. C'est exact. Donc, pour répondre, comment le financement vient du CRC, c'est le comité régional de la conchyliculture, quoi, en partie. Et puis, il y a des études, comme je l'ai dit, il y a des études de commencer, quoi, mais ça prendra un certain temps. Et puis, on remplacera certainement à l'avenir le plastique par d'autres matières, mais c'est incontournable, le plastique. Si on n'avait pas de plastique, la production, ça serait sensiblement diminuée, quoi. Déjà qu'on a beaucoup de problèmes autres que ça. Donc, il faut qu'on vive de notre métier, quoi. On est obligé de sortir avec le barrage d'Erzal, on est obligé de sortir de la Vilaine. Donc, ça aussi, ça a été un gros problème. On a des problèmes d'eau colorée, problèmes d'assainissement, et les fermetures sont assez conséquentes. On a commencé la saison mi-juillet pour la finir mi-septembre avec des fermetures de Dinophysis, et on vient de la reprendre. Donc, c'est déjà assez compliqué. Il faut qu'on augmente notre production par poteau. Donc, la seule solution pour l'instant, c'est d'avoir des matières plastiques. Mais il faut savoir qu'on les récupère. Et après, le gros souci, c'est que c'est enfoui, quoi. C'est ça notre gros souci, quoi. Il y a simplement, lors de tempêtes, comment les poteaux tombent, le filet est détaché du poteau et ces filets-là finissent à la côte, quoi. C'est pour ça qu'on faisait des opérations pour ramasser le filet sur les plages, quoi. Oui, non, vous permettez... Non, s'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de parole. Non, là, mais on n'a pas fini. Hein. C'est bon, j'ai répondu à votre question. Oui, alors j'ai une intervention ici et là, enfin pas ici et là. Il y a deux personnes qui... Mais vous parlerez, pas tout seul tout le temps. À vous. Alors, c'est un genre de ping-pong entre les questions et les réponses. Moi, je voulais continuer dans le sens de Guillaume Genre, qui parlait de la communication et de la sensibilisation avec les actions qui peuvent être menées. Et je voulais compléter avec le fait que ce soit les communautés d'agglomération ou les communes font appel souvent au CPIE en termes de sensibilisation, justement, pour sensibiliser les habitants, mais également les touristes qui sont sur la presqu'île aux enjeux de qualité de l'eau. Alors, bien entendu, ça passe par des éléments assez ludiques, mais par exemple, toutes les sorties appelées sorties pêche à pied qui sont menées sur le littoral durant l'été touchent beaucoup les personnes en vacances sur le territoire et permettent d'aborder toutes ces questions de qualité de l'eau via les organismes vivants qui font partie de la plage. Et on a également travaillé aussi cette année en expérimentation sur la plage de la Baule pour évoquer les questions de l'est de mer et de ramassage de l'est de mer avec les habitants et les touristes qui sont là, et pouvoir recueillir aussi les avis des personnes qui sont là pour savoir si est-ce que réellement ce serait gênant de laisser cette laisse de mer sur le bord de plage? Est-ce que les gens seraient gênés les vacanciers seraient gênés par cela ou pas, et avoir des vrais ressentis en fait, plutôt que juste une idée qui s'est formalisée au fil des années après le ramassage des déchets verts. Voilà, enfin, tout ça pour dire que, en tout cas, nous, on est en appui aux collectivités et aux communes pour aider à cette sensibilisation et cette éducation à l'environnement auprès des habitants et aussi des vacanciers. Votre voisin.
Oui, 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 oui. Il a payé aussi, il a le droit. Oui, oui, oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au plastique, nous, en tant que paludier, on est peut-être moins sauf que notre produit, on le met dans du plastique. On n'a pas le choix. Et on a essayé différentes méthodes. On a essayé en habitant de pommes de terre et tout ça, ça fonctionne pas. C'est pas vendable. Puis notre produit est un produit vivant. Il rend de l'eau, il la récupère. Ça veut dire que si vous n'avez pas un sachet étanche, vous ne pourrez rien faire. Alors nous, ce qui est autrement de tout ce qui est analysé, tout ça, en fait, tout ce qui, il y a 40 ans, l'eau pour les paludiers, c'était fallait prendre de l'eau aux petites marées du mois de juin, il fallait se protéger des tempêtes et tout ça. Le problème de l'eau, c'était strictement physique. Après, on s'est posé la question, quand on vend un produit, il faut savoir ce qu'on vend. Il faut savoir ce qu'il y a dedans, il faut savoir les risques qu'il peut y avoir et tout ça. On a été échaudé avec l'Erika, on a été échaudé aussi un petit peu avec le plomb, on en reparlera. Du coup, depuis, on se borde, c'est-à-dire on fait des analyses bactériaux. On est un milieu fermé. Ça veut dire que nous, on prend de l'eau environ entre 20 et 30 jours par an. Ça veut dire on prend de l'eau pour faire du sel pour nos vasières. Donc ça limite quand même le risque. Après, on a un système qui sert à la fois qui concentre l'eau en sel, mais qui aussi la purifie. Ça veut dire qu'au niveau bactériaux, on n'a pas trop de soucis à se faire. Après, on regarde les métaux lourds, comme ça se fait, donc 5 métaux lourds. Donc le plomb, cadmium, arsenic, enfin tout ce qu'on a vu là, j'ai la liste, mais j'ai pas mes lunettes parce que je suis un beau jeune homme là, mais non, c'est pas grave. Enfin, c'est les 5, on a 5 métaux lourds qu'on regarde. On suit tout ça avec Cap Atlantique, donc Cap Atlantique analyse l'eau et nous retransmet les. En cas d'alerte, on est reliés tous avec la COP justement qui nous alerte. Cap Atlantique alerte la COP et la COP alerte ses producteurs. Il y a un mois de ça, il y a eu une pousse de Bloom. Ils pensaient que c'était des hydrocarbures, donc tous les barrages ont été fermés, les vasières ont été fermées. Là-dessus, on peut être assez étanche. Par rapport à la marée noire, c'est un souvenir qui est resté. J'ai eu des journalistes, on recevait des journalistes qui voulaient voir les marées noires, le pétrole dans les salines. Ils se sont trompés. Il a fallu se battre pour leur expliquer que c'était fermé. Et on ferme tout. Tout était fermé. Il y a peut-être du pétrole sur le trait, tout ça, mais il n'y avait pas, surtout pas dans les salines. Mais ils étaient là pour ça. Donc il faut être sans arrêt. Même si nous, on est moins fragile que les ostréiculteurs ou les mythiculteurs, on a quand même de la surveillance à avoir. Donc sur les microplastiques, on fait des recherches aussi sur l'outillage, tout ce qui est lousse. On avait des lousses à fleur de sel qui étaient en plastique, on essaie de les passer en inox, c'est un peu plus lourd. Nos cueilleurs disent ouais, c'est plus lourd, mais bon. Et puis il y avait certains paludiers aussi qui avaient mis des tuyaux PVC un peu partout. Donc on a limité ça aussi, on a demandé à nos paludiers de remettre des ardoises comme c'était autrefois. Par contre, ce qu'on n'évite pas, c'est le sac de sel, quoi. Ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Si on trouve une solution, mais je crois que c'est pas mal aux producteurs de bosser là-dessus, parce que si on attend les pouvoirs publics, ça risque de durer longtemps. Voilà. S'il y a des questions, après on reparlera après du plan. Oui. Au paludier. Question de curiosité. Vous prenez de l'eau une vingtaine de jours, d'accord, par an. En combien de jours la goutte d'eau de la mer, elle est dans l'œillet? Ça m'intéresse parce que c'est une question qui a été posée des millions de fois, même à la télé partout. Il n'y a pas de réponse, mais vous allez nous en donner une. Ça dépend du sens du vent, mais ça dépend du temps. Merci Fernand. Oui. Je ne peux pas vous répondre. Non, même pas une idée de... On n'a pas suivi, puis surtout c'est pas un secret. Surtout que la goutte d'eau, avant d'arriver dans l'œillet, il y a 99% qui s'est évaporé. Donc, oui, le volume qui mais le principe de l'eau, de la goutte, elle s'est pas techniquement tout évaporé. C'est impossible.
Il y a un morceau Oui, de oui. l'amande qui arrive et qui devient du La sel. dernière se transforme en Alors, sel. cette question, vous ne pouvez pas. Et l'autre question qui est un peu la même mais différente, c'est-à-dire, au lieu de passer par la porte, je passe par la fenêtre. Il faut à peu près combien de kilomètres, de mètres ou de centaines de mètres que cette goutte, fausse goutte, petite goutte, demi-goutte, parcourt avant d'arriver dans l'œillet. Ça dépend. Non. Si vous On voulez, avance. On calcule 16 œillets. Alors 16 œillets, c'est un quart d'exploitation, c'est 1 hectare. C'est-à-dire c'est 1 hectare de surface de chauffe. Alors après, il faut sur le circuit, je ne peux pas vous dire non plus. Mais bon, c'est relativement long. On pourra savoir. Non, c'est de la curiosité. C'est quelque chose. Mais le journaliste, là, il n'attend que ça. Là. Il est là, Oui, il a 2 chiffres à donner justement, pour je faire ne peux pas le raconter titre. de conneries. Il y a un document dans l'Hermine qui s'appelle l'histoire d'une goutte d'eau dans le Marais Salon de Guérande que je vous invite à consulter. Mais il n'y a pas la réponse parce que c'est non. En moyenne, et vous aurez même la couleur des yeux du soleil. Oui, non, mais c'est pas vrai parce que je connais sa femme et tout ce qui est dit est faux. Comment vous connaissez ma femme? Bah, dis donc, je suis résident secondaire, je viens puis je me sauve. Oui, non, sérieux. Qui veut. Non, mais. Bon, bien sûr, c'est une plaisanterie, mais ça n'est pas non plus, parce que c'est une question La réponse à ces 2 questions-là, éventuelles, elle dit beaucoup sur l'extraordinaire phénomène. Dans cette région, vous fabriquez des super bateaux, des super bateaux avec toute l'électronique, tout ce qu'il faut devant, qu'emportent 10 000 personnes. Et en même temps, vous tirez du sel de la mer comme on le fait depuis que ces 2-là existent. C'est intéressant, comme c'est une région bizarre. Non, c'est juste un ajout. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais tu vas me dire si je me trompe. Vous ne prenez de l'eau dans la mer que les jours de grande marée. Voilà, ouais. Moi, j'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps à apprendre ça. On prend de l'eau dans nos vasières. En fait, en une marée de 80, ça nous suffit pour prendre de l'eau pour 15 jours, en période de production. Ça veut dire que la période de production, ça peut durer 30 jours, ça peut durer 90 jours, comme l'année dernière. Mais c'est pendant la période avant la période de production, dans la période de préparation, et après pendant la période de production. Ça veut dire qu'en moyenne, on prend 30 jours sur l'année. Ça veut dire environ 3 fois par mois. Quoi. Et l'hiver, pas du tout. Ça veut dire que par exemple, quand la marée noire est arrivée, tout était fermé. On a juste fermé les barrages, les gros barrages, qui protègent les étiers. Mais autrement, tout était fermé. Donc on n'a pas eu à l'intérieur du marais, c'est pas rentré. Je peux vous poser une question? Oui. Et puis moi j'ai une question pour toi aussi. Tu réponds, puis après tu dis quelle est la question qu'on ne t'a pas posée et tu donnes la réponse. Oui, j'ai une petite question très connexe. En faisant ma recherche sur les nappes phréatiques, j'ai appris qu'il y avait des résurgences d'eau douce dans les marais salants. Est-ce que vous pouvez donner des précisions? Il y a non seulement des... On sait que la nappe est en dessous, et certaines salines qui sont connues, hein. Donc il y a des sources qui ressortent dans les salines. Moi, j'ai mon père, il avait une saline, il y avait 20 œillets, il y avait 6 œillets qui étaient sourceux, mais ça dépendait de la météo. Ça veut dire s'il y avait des pressions qui baissaient, la météo était mauvaise, les sources remontaient. Et en bas de coteau, il y a des salines, bon, c'est celles qui ont été abandonnées en premier parce qu'elles étaient justement sourceuses. Moi, j'ai fait des vasières où il y avait une source dans la vasière, une source qui était grosse comme ça, qui sortait de l'eau. Donc il y avait quelqu'un qui enlevait l'eau en permanence pour pouvoir pêcher le poisson. Et dans la source, on pêchait 80 kg d'anguilles. Mais c'est pas forcément des anguilles d'eau salée, quoi. Mais ça existe. Il y avait aussi des bourbes qui servaient parfois. Il y avait des animaux qui tombaient dedans et qui étaient avalés par la bourbe. C'est-à-dire que mais en un quart d'heure, la bête avait disparu. Et c'est des salines qui sont connues, c'est des endroits qui sont connus. La saline dont je parlais en premier, c'est pas forcément des mauvais œillets parce que le terrain de chauffe de vin, en fait, il y a une période, il sert que pour
pour 12 ou 14, donc les 14, ils sont meilleurs. Ça compense un peu le... Et le paludier, c'est le boulot du paludier, justement, d'évacuer l'eau douce à temps pour refaire du sel rapidement. Mais c'est pas... Il y a des endroits où c'était vraiment trop sourceux, donc tout le bas de coteau a été vite abandonné. Voilà. Le micro est au futur maire de Guérande. Après, alors excuse-moi, Oui. donner la parole. Alors après, d'abord le futur maire. Non, je voulais juste rappeler en fait le travail qu'on fait à la mairie de Guérande. Donc pour la question des plastiques, voilà, ça a été entendu. Mais pour la question du, je dirais, c'est de la rechercher des outils de production qui évitent d'engendrer cette problématique, autant dans le producteur que le consommateur. Là où on est en train de travailler et très vigilant, notamment, c'est par rapport à la dégradation de la qualité, notamment sa surcharge trophique, ce qui engendre des phénomènes de coloration d'eau, de bloom algal, et puis d'inophysis qui se développe, donc du zooplancton qui vient manger le phytoplancton. En fait, on prend conscience, et notamment tout le monde a dû être sensibilisé par le film et la BD Les algues vertes, qu'on a, avec notre agriculture de révolution verte, on a charrié et amendé énormément de sels nutritifs sur les terres agricoles qui sont venus se lessiver, à défaut de couvert végétal, se lessiver dans nos littoraux. Et par un phénomène de relargage, en fait, cette nourriture, cette surcharge d'éléments nutritifs stimule ce développement de phytoplancton qui est le seul élément vivant pouvant assimiler rapidement cette nourriture. On en prend conscience et l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur la boucle de l'assainissement à viser notamment une partie de ces sels nutritifs qu'on balance quasiment directement dans la mer à travers les méthodes d'épandage qui ne sont pas encore aujourd'hui au point. Et donc il y a un pourparler, c'est un peu dommage que Cap Atlantique ne soit pas là, parce qu'on a évoqué le sujet avec eux, sur lequel eux nous renvoient par rapport à la Chambre d'agriculture en disant que les plans d'épandage sont contrôlés par les besoins des agriculteurs, qui eux-mêmes n'ont pas forcément la Chambre d'agriculture ne présente pas entre guillemets, une méthode de calcul bien éprouvée. On se retrouve avec globalement cette problématique de lessivage de nos boues urbaines qu'on balance sur les terres agricoles, qu'on laboure. Donc je dirais il y a presque 60 à 70% des sels nutritifs qui filent dans les cours d'eau, dans les ruisseaux, dans les fossés, ruisseaux, cours d'eau et littoral. Donc là, il y a vraiment une thématique sur laquelle on est en train de travailler avec les institutions, communautés de communes, chambres d'agriculture, et pour essayer de faire évoluer les mœurs et montrer, surtout sur cette Comcol du littoral, on est les principaux concernés et montrer l'exemple que ces méthodes culturales engendrent des problématiques d'ordre sanitaire. Cap Atlantique avait la dernière fois, enfin il y a 2 ans. Comment ? Non mais attends, c'est moi qui parle là. Mais tu l'as entendu, donc c'est bien. Ça a été dit. Après, il y a un micro qui circule, tu l'auras, vous l'aurez. Je ne tutoie pas les gens, mais je tutoie très facilement après un passage au Québec il y a très très longtemps. Mais peu importe, ce n'est pas le tutoiement. Non, ce que je voulais dire, là pour rebondir, c'est que Cap Atlantique il y a 2 ans c'est intéressant ce que vous avez dit, enfin moi ça m'intéresse, et je ne suis pas là pour juger ce que vous dites, le tour de table, ce n'est pas le tribunal, hein, c'est un tour de table. On n'est pas d'accord, vous avez complètement tort, très bien. Toi, tu racontes, parfait.
À ton tour. Donc, non, mais c'est vrai. Et la dernière fois, enfin la seule fois où j'ai participé à ce genre de choses, Cap Atlantique, c'est pour ça que je regrette, alors je le regrette vraiment comme présentateur, vous n'y êtes pour rien, c'est pas ça, c'est pas vous qui je reproche ça, mais je regrette qu'ils ne soient pas là, parce qu'ils avaient déjà ouvert des pistes la dernière fois dans ces directions-là, justement. Donc 2 ans après, ce serait pas con, si je peux me permettre de dire con, voilà, de savoir ici et ensuite là-bas, avec micro. Oui, alors du coup, j'ai une réaction par rapport à... Je voulais parler d'abord, mais j'ai une réaction par rapport quand même aux politiques. Je suis de très près, effectivement, le travail que fait Cap Atlantique depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, ils éditent un fascicule des actions à faire, des actions qui sont faites. Donc, il est facile de voir et de comparer, l'évolution au bout de 10 ans du travail qui a été fait. Il y a eu du travail de fait, mais il ne faut pas non plus, à chaque fois, repousser la responsabilité sur le citoyen lambda. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le citoyen lambda, dont je fais partie, demande des choses, et ces choses-là sont demandées d'une manière très officielle à des gens qui décident. Et en fait, beaucoup, il faut quand même le dire, il y a 15 communes sur la communauté d'agglomération de Cap Atlantique. Quand on fait des propositions, ils les entendent, mais je ne peux pas dire qu'il y ait un réel suivi. Ou alors il faudra attendre 10 ans. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, quand on était plus jeune, on pouvait attendre 10 ans. Aujourd'hui, vu les circonstances, vu l'enjeu environnemental et la perte de biodiversité et le réchauffement climatique, on ne peut plus attendre 10 ans. Ça, c'était une parenthèse. Mais maintenant, je voulais poser une question. Oui, parce que... Excusez-moi. Je voulais poser une question. Posez votre question. Posez. Après. Alors, je suis parfois naïf. C'est-à-dire que les marais salants de Guérande sont un magnifique espace qui a été heureusement sauvé, et on peut le dire, il a été sauvé dans les années 70, parce qu'il devait être en partie complètement, en partie, je dirais, détruit par des idées folles des années 70. Et même les années 60. Oui, mais bon. J'étais journaliste à Ouest France à l'époque. Voilà. Sur la fameuse route bleue qui traverserait les marais salants pour faire des 2 traits, un yacht club magnifique. Mais ça existe partout sur le littoral. Par contre, moi, ma question naïve, j'ai le micro. Non, vas-y. Allez, le naïf, vas-y. C'est pour ça. Oui, c'est que les marais salants sont entourés d'urbanisation. Et quand on voit par quoi sont entourés justement ces marais salants, on se pose une question simple. Comment l'eau peut-elle être propre? C'est-à-dire qu'entre les problèmes d'agriculture environnante, et ils sont nombreux, parce qu'on sait qu'il y a des champs de maïs tout autour, et les champs de maïs, c'est les plus terribles en termes d'intrants ou de pesticides, quand on sait qu'en termes que l'urbanisation elle-même, je ne peux pas parler si tu parles en même temps. D'ailleurs, vous allez être puni pour tout à l'heure si ça continue. Le micro va pas. Non, mais c'est pas possible. C'est une question de démocratie et de respect des autres, d'égalité. Tout le monde a le même droit de parole. J'espère avoir la réponse. Parce que quand je parle effectivement de l'agriculture, c'est une chose. Mais comme ça entoure effectivement le bassin de Guérande, enfin la partie de Guérande, et en même temps les marais salants, qu'il y a une urbanisation et une artificialisation forte, très forte. Ça veut dire que toutes les pollutions qu'on a pu donc entendre depuis le début, depuis ce matin, quand on parle du réseau viaire, c'est-à-dire le bitumage, les usures de pneus, qui créent des pollutions, qui s'en vont eux-mêmes directement par les canalisations d'eau pluviale vers la mer, elle, qui rentre dans les marais salants, ça finit par faire énormément de choses. Et moi, je fabriquerai du sel, et j'aime cette fleur de sel, je peux vous le dire. Je me pose la question, mais je préfère même pas me la poser. Je mets ma fleur de sel, et je la mange, et je me dis, vaille que vaille, de toute façon, à l'âge que j'ai, c'est terminé. Mais
J'aimerais savoir... Tas de beau reste encore, ça va. J'aimerais savoir... Non, réponse. Non, mais là, on a compris tout, là. Ah ouais, mais j'aimerais savoir quel est le contenu même dans une fleur de sel. Oui, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette fleur de sel? Réponse. Oui, nous, on contrôle notre production, hein, depuis le label rouge et même avant, on contrôle ce qu'il y a dans notre produit. Donc, c'est certain qu'on ne va pas vendre du produit, des produits contaminés, parce que nos concurrents seraient très contents de nous tomber dessus. Nos concurrents qui ne sont pas mieux que nous. Hein. Je veux dire, il y a des sites où c'est moyen. On suit ça. On a de la chance d'avoir déjà un site c'est de l'argile, donc ça protège. C'est un espèce de rempart, quoi, de la digue, l'argile, les trappes. Tout ça, c'est un système de rempart. Je vous disais, on prend 20-30 jours par an de l'eau de mer. On a nos bassins sont aussi des bassins. Si c'est des bassins de concentration, je disais tout à l'heure, c'est aussi des bassins de décantation. Ça veut dire que tout ce qui est bactériaux, il n'y a pas de souci quand ça arrive à l'œillet, il n'y a plus rien. Par contre, ce qui est chimique, c'est plus compliqué, parce qu'on ne voit pas Donc c'est pour ça qu'on suit au jour le jour. On a 7 personnes dans la coopérative qui font de la qualité. On suit ça au jour le jour. Cap Atlantique fournit des analyses au jour le jour. On contrôle ce qui descend des coteaux. Ce qui vient de la mer, ce qui descend des coteaux. C'est vrai qu'on est cerné, donc on a intérêt à contrôler tout le tour. Donc on demande justement avec le PEAN que le bassin versant soit plutôt de l'agriculture bio ou approchante. C'est pas parce que ça peut pas toujours être le cas. On essaye absolument de se border de tous les côtés, mais dans l'histoire, c'est aussi nous les victimes. Donc mais c'est nous qui faisons le boulot. Du coup, on essaye de se protéger de tous les côtés. C'est sûr que il y a toujours des endroits qui sont chauds. Hein. On s'est battu, par exemple, sur la Baule là, pour le comment ça s'appelle, la ferme du Casino. La ferme du Casino, ce qui est en dessous, c'est pas terrible. Mais c'est pas terrible pour nous, mais c'est pas terrible non plus pour la plage de la Baule. Alors dans l'histoire, ça serait bien nous on leur a demandé à ce qui dégage avec les associations d'ailleurs. Hein, c'est ce qui dégage toute la mer. Mais vu ce qu'ils ont mis dedans, c'est voilà. Bon, même si c'est isolé par la glaise et tout ça, il y a forcément il y a forcément des eaux de ruissellement. C'est un problème, mais c'est un problème qu'on essaie de gérer. Mais sur ce coup-là, on ne peut pas faire tout seul. Il y a tout ce qu'on peut faire tout seul, on essaie de faire, mais des fois. Merci de l'échange et de la réponse. Ça se greffe sur votre échange. Oui, moi j'ai deux réponses à apporter suite à ce que disait Guillaume Genre. C'est effectivement, si ça devient bio sur le coteau, il n'y aura plus le droit de faire les épandages de boues de livrée sur le coteau. Donc on aura à ce moment-là aussi avancé d'un pas sur les ruissellements qui vont dans le marais. C'est évident, on s'en est expliqué déjà en commission d'environnement et tu en parles très bien. Et puis la deuxième chose dont je voulais parler, c'était effectivement vous le verrez dans l'exposition, dans le Sage, tout le bassin versant est quand même pas assez, il n'y a pas assez de bocage, il y a beaucoup de ruissellement, donc il y a de la remise en état du bocage. Toute la partie du bassin versant de l'Étier du Pouliguen est quand même en zone violette dans le Sage, donc de vulnérabilité. On ne dit pas que c'est pollué, mais c'est vulnérable. Donc, il y avait aussi le problème du pré du Bissin qui était dedans. Donc, on a des problèmes à régler. C'est pour ça qu'il n'y a pas Atlantique. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais une dernière chose, c'est que quand ça ruisselle, et moi, je suis une enfant d'ici, et je connais bien avec Josique l'Ancien, quand j'ai été à l'environnement, que l'eau douce qui descend du Marais, le ruisseau de Congor, etc., ils ont des zones d'épandage avec des roseaux. Vous les voyez dans des salines qui ne sont pas des salines, qui sont justement des... Comment on appelle ça, des marais d'eau douce. Hein. Et il y a des clapets de non-retour pour que la mer ne remonte pas dedans. Et tout ça, c'est suivi de façon séparation d'eau douce et d'eau de mer, alors que c'est le marais. Donc, mais c'est à suivre de très très près. C'est quelque chose de magique et forcément, il faut améliorer cela. Merci. On n'a pas fini. Alors, ici et ensuite, derrière au fond. Mais il y a mon voisin qui avait levé la main. Juste un tout petit détail. C'était pas pour embêter Dominique Boccarossa quand il a dit qu'il y avait du maïs autour.
Il y a 6 hectares 5 dans le marais salant de Guérande. 6 hectares 5. Une année maïs, une année colza, une année céréales, avec intrants, c'est-à-dire engrais, et pesticides. Et qu'est-ce qui traverse à proximité? L'étier du Pouliguen, qui draine. Il y a des petits ruisseaux de drainage pour la pluie. Eh bien, tous les intrants qui sortent de ce terrain de maïs, qui est bien emmerdant pour les paludiers, parce que ça fait descendre tous les sangliers du coteau à travers les marais pour aller becter des épis de maïs. Eh oui. Ah ben oui, après ils se plaignent. Et donc, eh ben moi je vous le dis. Mais je voudrais comprendre la question. Il y a du maïs, pas autour du marais, oui, mais au milieu du marais, à Congor. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Alors, à côté, et pour répondre à Catherine Bayache, à côté d'un terrain qui aurait dû être une station d'épuration avec phyto-roselière, qui nous a été refusée, et aujourd'hui, il y a du maraîchage sans terre, c'est-à-dire dans des serres. Voilà. Oui. Alors, on a raté plusieurs fois le coche. Oui. Et puis, comme Catherine Bayache a parlé des épandages de boue, etc., juste un mot pour vous dire qu'il y a les épandages de compost, c'est-à-dire de vos déchets de pelouse, de vos déchets de taille d'arbustes, avec dedans la canette de bière, le sac plastique, et que tout ça s'est épandu sur les terres agricoles du coteau guérandais, avec des macros et des microplastiques qui se retrouvent dans les marais salants et dans le sel. Pourquoi, quand vous parlez de ça, pourquoi vous ne regardez pas la mairie de Guérande? Mais on en a marre de leur envoyer des courriers. Ah bah oui, tout à l'heure, vous êtes plaint que Cap-Atlantique n'était pas là. Eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. La mairie de Guérande est ici. Je regrette, quand même. Et donc, moi, je ne suis pas partisan, Dieu merci. Enfin, je peux l'être, ça peut venir à la force. Mais la mairie de Guérande est ici, elle répond si on lui pose des questions. La réponse qu'elle donne peut ne pas plaire. Ce n'est pas la première fois qu'une mairie donne une réponse qui ne plaît pas à certains, quand même. Ça se saurait si c'était 100% partout. Ce n'est pas le cas. Il y a une deuxième question, paraît-il, vous, à côté, et après on va derrière. C'est vous qui avez le micro? Oui, alors allez-y. Tu le reprends aussitôt après. Vous avez abordé tout à l'heure le sujet de la décharge donc, qui se trouve sur la commune de Guérande, c'est côté La Baule, à côté donc, du centre équestre de La Baule. Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette décharge, puisqu'il y a longtemps que ça a été enseveli. Moi, j'ai vécu non pas sur la décharge, mais pas loin, je suis né en 60. Et donc, c'était un petit peu notre terrain de jeu. Et il y avait tout dans cette décharge, comme les décharges se faisaient à l'époque. Donc tout a été enterré, mais je vous laisse la parole pour expliquer peut-être un petit peu plus précisément ce qu'il y a en dessous aux gens qui sont présents dans cette salle. Ah bah oui, bah, il y avait tout. Entre les frigos, donc avec les problèmes de fréon, etc., les déchets hospitaliers qui ont également été enterrés en dessous, les voitures, les moteurs des voitures, l'huile, etc., et j'en passe et des meilleurs. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, et ma question, je me retourne vers vous, monsieur... Que fait la mairie Quand envisagez-vous, effectivement, de traiter ce problème? Puisque là, le sujet, c'est quand même la pollution, des microparticules, tout ça. Là, ce sont des grosses particules, mais qui se terminent en microparticules très certainement. Alors, tout ça, effectivement, est recouvert de 2,50 m ou 3 mètres de terre. Mais pour l'instant, personne ne bouge. Bon, c'est vrai que voilà, la Baule ne bouge pas et Guérande non plus. Oui, non, mais quelqu'un, avant qu'on repasse derrière là-bas, quelqu'un a un élément de réponse ou de réflexion là-dessus? Quelqu'un a un élément de réponse là-dessus ou un commentaire? Non. J'ai un commentaire et d'ailleurs... Avant qu'on aille là-bas. Oui, j'élargis. C'est-à-dire que je vais au-delà même de Guérande, parce que c'est vrai que on ne va pas cibler sur la commune de Guérande. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait, par exemple, un PLU, un plan local d'urbanisme sur une commune, et qu'on demande, au moment de cette révision, de situer, parce que ça existe partout sur la presqu'île guérandaise, et qu'on demande à la commune et au bureau d'études de situer toutes les anciennes décharges qui ont été donc enfouies, parce que c'est vrai que c'était l'époque des décharges, dans les années 60-70, dont certaines se retrouvent même près des dunes, en bordure de littoral. On leur demande de mettre ça sur les documents d'urbanisme, de façon à ce que les générations suivantes puissent connaître à la fois le lieu
et les déchets qui ont été enfouis pour qu'ils sachent qu'il pourrait y avoir danger quelque part à un moment donné ou à un autre. Refusé. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communes, mais en tout cas, c'est refusé. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir sur toute la presqu'île guérandaise une cartographie, ouais, et on pourrait avoir sur toute la presqu'île guérandaise, effectivement, une cartographie qui permettrait, pour les générations futures, déjà, et pour celles présentes... Voilà. Votre proposition sera dans le... Je suppose, c'est pas moi qui le fais, dans le compte-rendu du... On l'a, et allez en préfecture. Oui. La parole est derrière. Je n'avais pas prévu d'intervenir par rapport à ce qui vient d'être soulevé ici. Ça m'est arrivé effectivement moi, sur une autre commune de suivre un terrain où il y avait eu une ancienne décharge. J'avais retrouvé ça par rapport à des photos. C'était une ancienne décharge de cette commune. Et puis, c'est un terrain qui était constructible. Donc, la municipalité avait regardé à un moment donné si elle pouvait construire dessus. Elle avait envisagé, mais quand elle s'est aperçue de ce qu'il y avait dessous, elle dit « Oh là là, on ne touche à rien, bien évidemment ». Donc ce terrain était resté un petit peu en zone vierge. Et puis finalement, c'est une association de jardins partagés qui a voulu s'installer dessus. Je les ai prévenus, ils ont continué à s'installer dessus. Alors je ne sais pas s'il faut penser, peut-être qu'ils ont des techniques pour pouvoir éliminer peut-être la production de ce qui peut diffuser par le dessous. Bon, ça, c'était une parenthèse. Je trouvais ce matin qu'on n'avait pas trop abordé le problème des marais salants. Je pense que pendant la table ronde, on l'a bien abordé, donc je ne pose plus de questions par rapport à ce sujet-là. Je voulais revenir moi, par rapport à l'eau du robinet, à l'eau potable que l'on a sur Cap Atlantique. On a vu cet après-midi, donc par rapport aux eaux qui viennent de Cambon, par rapport à ces nappes phréatiques, on a aussi de l'eau qui arrive par le barrage d'Arzal. Une grosse partie, je pense. Alors, peut-être que Guy pourra nous donner les pourcentages. Il me semble qu'on a plus d'eau au robinet qui vient du barrage d'Arzal que de Cambon, pour Cap Atlantique. Ouais. Par contre, si je regarde, parce que si on a posé la question, et en tant que consommateur, je suis, comme beaucoup d'autres, sans doute, ma consommation d'eau annuelle, j'essaie de la réduire. C'est difficile. Là, je ne fais plus rien sur mon potager avec l'eau du robinet, bien évidemment. Mais je suis toujours entre 70 et 80 mètres cubes pour 2 personnes. J'essaie de diminuer. C'est difficile à descendre. Mais je regarde aussi le dernier chiffre en bas de la facture qu'on reçoit 2 fois par an de la part de Cap Atlantique. Et puis si je regarde le prix du mètre cube, je regarde aussi ce qui vaut de l'autre côté de la frontière de Cap Atlantique sur la Carène. Et sur la Carène, c'est moitié moins cher que sur Cap Atlantique. Alors, j'ai essayé de poser des questions. On m'a dit, mais ce qui nous coûte le plus cher, c'est le filtrage du barrage d'Arzal. Alors, est-ce qu'on a des précisions? Cap Atlantique n'est pas là, je le regrette, mais je voudrais bien avoir des précisions sur cet aspect-là. Le coût de revient du barrage d'Arzal pour produire de l'eau potable est plus élevé que, bien sûr, l'eau qui nous vient de la réserve de Cambon. Quoi. Et il a été question, à un moment, j'avais suivi ça à Cap Atlantique, que l'on augmente la part de l'eau qui vient de la Loire, en amont de Nantes ou directement depuis Nantes, de l'eau de la Loire pour alimenter Cap Atlantique. Et peut-être fermer le barrage d'Arzal un de ces jours, l'usine tout au moins d'Arzal. C'est une autre question. Je veux bien répondre. Des questions par rapport à cette qui sera posée, effectivement. Oui, bien sûr. Vous voulez répondre? Oui, oui. Non, si? Oui, oui. Ah ben, allez-y. Elle sera quand même posée. D'abord, je viens juste d'apprendre le pourcentage par M. Jean Cudenec sur l'approvisionnement de l'eau par le barrage d'Arzal. Il m'a dit tout à l'heure 68%. C'est-à-dire qu'effectivement, la nappe de Cambon, c'est pratiquement rien par rapport à l'usine de Ferrel, donc, qui se trouve au barrage d'Arzal. Et puis le problème du barrage d'Arzal, c'est que historiquement, à la demande même d'ailleurs des professionnels, des méticulteurs qui se trouvaient dans l'estuaire, à l'époque, dans les années toujours de 70, c'est vraiment des années fatidiques, hein, ils avaient demandé à ce que ce barrage, s'il devait exister, parce qu'il y avait l'autorité de l'État derrière quand même, que ce barrage soit repoussé 30 à 20 km plus au nord, de manière à pouvoir préserver un courant suffisant pour éviter l'envasement. Oui.
Ils n'en ont pas tenu compte. Donc ils ont mis le barrage là où ils voulaient le mettre. Ça a créé des problèmes pour tout le monde, pour tout le monde. C'est-à-dire que l'envasement, maintenant, l'envasement sur l'estuaire de la Vilaine, il représente à la sortie du barrage 15 mètres d'épaisseur. Au port de Tréhiguier, qui est un peu plus loin du barrage d'Arzal, on en est à peu près à 8 mètres d'épaisseur. Plus on arrive sur l'estuaire, moins c'est épais. Mais il y a eu, encore une fois, dans les années, cette fois 80, le maire de Billiers, qui était lui aussi contre cette histoire de barrage, qui a voulu prouver les impacts négatifs de ce barrage en traversant l'estuaire à pied. Ça a été filmé à l'époque par FR3. Il l'a fait. C'est-à-dire que la montée de la vase est énorme, mais surtout la vase est aussi... Alors ça, ce sont... En face de moi, madame pourra le confirmer. C'est elle qui parle après. La vase, la concentration de vase et l'épaisseur de vase est aussi un accumulateur de métaux lourds. C'est-à-dire que c'est une bombe à retardement. Donc si même on voulait la disperser, on polluerait en fait tout le Morbrase, quoi, grosso modo. Et il y avait une autre chose... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Il y avait autre chose à laquelle je veux répondre. Ça va vous revenir. Christelle, vous voulez... C'était la qualité de l'eau, voilà. La qualité de l'eau du barrage. Mais alors, elle ne parlera pas, alors? La qualité de l'eau... Elle a une belle voix. Non, mais la qualité de l'eau du barrage, elle est très simple par rapport à l'usine de Ferrel. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand les gens avaient demandé à ce qu'elle soit beaucoup plus loin, en fait, ils sont liés à la problématique du sel. Oui. Parce que quand ils ouvrent les vannes, enfin les sas, pour faire rentrer ou sortir les voiliers, l'eau de mer rentre. Donc ils se retrouvent à dessaler l'eau pour qu'elle devienne potable. C'est une absurdité totale. Mais cette absurdité, maintenant, elle est là. Non, mais elle est là. Alors il y a deux solutions. La première, c'est d'aller en Corse chercher des plastiques. La deuxième La deuxième, c'est de faire avec. Mais alors il faut être radical. C'est-à-dire que, par exemple... Oui, j'arrête peut-être. Oui, vous vous exprimez très bien et on comprend très bien. Hein. Donc, voilà, réponse. Oui, j'ai gagné. Non, mais t'es trop gentil toi aussi. Oui, c'est intéressant. Il n'y a personne ici qui n'ait pas dit un truc intéressant. Alors, c'est pas moi qui suis supposé faire marcher tout le monde qui veut dire le contraire. Il a été formidable. Celui-ci, c'était bien meilleur. Lui, j'en parle pas, etc. Quant à ce côté-là, calme, mais profond. Alors... Oui, une petite précision sur l'usine de Ferrel à Arzal. Celle-ci... fournit à peu près 80% de l'eau de Cap Atlantique. Il y a 17% qui vient de la Loire ou de Cambon. Il y a un moment, l'usine de Cambon envoyait de l'eau à Ferrel, parce que l'eau de la Vilaine est très acide, à un taux d'acidité très très fort, et donc l'eau de Cambon permettait d'assurer l'équilibre. Néanmoins, à Cambon, à Ferrel, je crois qu'ils ont trouvé une solution technique pour ne pas refaire venir de l'eau de Cambon. Et vous avez oublié Sanda. Alors, par ailleurs, à Cambon, la production est autour de 8,5 millions de mètres cubes par an sur un volume estimé à autour de 100 millions de mètres cubes, volume de l'ensemble de la nappe phréatique. Ce qui fait que 42% de l'eau de Saint-Nazaire vient de Cambon. Le reste vient soit de la Vilaine, soit de Nantes. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme information. Donc, je passe le micro à ma... alors, et après, c'est Catherine qui aborde un autre sujet. Donc rapidement par rapport en effet à la question de la vase et du piégeage des sédiments, de micropolluants, c'est une réalité qu'en effet les sédiments fins vaseux donc, peuvent avoir une affinité plus forte à retenir des métaux, des hydrocarbures et donc tout type de substances hydrophobes. Il n'y a pas que celles-ci.
donc les substances qui ont peu d'affinité pour l'eau. Donc ça va être la question. Après, moi en Bette-Vilaine, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de la contamination, donc je ne saurais pas vous dire quel est le potentiel de contamination de ces vases-là, mais sûrement qu'il y a eu d'avoir des études, donc il faudra regarder les données, savoir ce qu'il en est déjà là-dessus. Et après, ce qui se passe sur les épaisseurs de vase, alors je connais une fois encore pas la dynamique de la Vilaine, je vais vous parler de la Loire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en effet, les épaisseurs de vase, quand on a des bassins versants comme ça, nous, très conséquents, il peut y avoir plusieurs mètres de vase qui vont décanter. Quand je vous parlais là, du bouchon vaseux sur le secteur nantais, en vives eaux, il est bien en suspension, bien dans la colonne d'eau, toute la colonne d'eau est marron. Et puis quand on est en mortes eaux, l'agitation diminue, ça décante et on peut avoir plusieurs mètres d'épaisseur de vase dans certains secteurs. Donc c'est vraiment des grandes quantités de vase quand on a des systèmes comme ça estuariens. Et la question après au bout d'un moment, c'est que selon comment se fait l'agitation, la vase aussi elle décante sous son poids. Et il y a une partie de la vase en fait qu'on dit qui s'indure. Et celle-ci, elle est indurée, elle ne peut plus être mobilisée en fait par les courants. Il faut une action mécanique et dans ce cas-là, nous, ce sont les dragages d'entretien du grand port maritime sur des secteurs où il peut intervenir. Donc il peut y avoir comme ça des sédiments qui finalement peuvent être très contaminés quand on va les chercher, mais qui finalement, naturellement, ne vont pas être remobilisés. Donc c'est ça qu'il faut regarder après ensuite sur le potentiel remobilisation et en effet éventuellement relargage après de molécules. Alors, je réponds. Non, non. Là, comment la... Non. Pour l'instant. Oui. Pas. Le sens ça. La Loire et la Vilaine, c'est pas pareil. Ah ben non, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Hein. Je parle là de la Loire. Hein. C'est vrai que monsieur a parlé de la Vilaine, on a bien compris. Et tu as parlé, vous avez, pardon. Ben voilà, c'est je ne ça. vous connais pas. Vous, ben tu as parlé de la Loire, c'est vrai. On a bien là entendu ça. Non, c'est vrai, je me moque de personne là. Le micro là, quelqu'un ici, je crois. Non, mais attends. Non, mais après, la parole est à, je l'annonce d'avance, à Catherine Bayache qui a une autre question, problème à soulever. On vous écoute. Bonjour, Jean Cudenec. Je fais partie d'un tas d'associations, dont Haute-Rivière de Bretagne et Bretagne Vivante. Alors, je fais partie de la commission consultative des services publics locaux pour l'usine de Ferrel. Voilà. Alors, je peux vous donner des chiffres. Cap Atlantique l'année dernière. On n'entend pas. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas habitué. Cap Atlantique l'année dernière a acheté 8 325 000 et quelque chose de mètres cubes d'eau. Et sur cet achat, il y a 6 904 857 mètres cubes qui viennent de la Vilaine. Vous voyez, pour vous donner. Et il y a 114 387 mètres cubes qui viennent de Cambon. Donc vous voyez ça, les proportions un petit peu. Voilà. Et alors, comme il n'y a plus 101 maintenant, il y a 1 306 688 mètres cubes qui viennent de Nantes. Voilà pour Cap Atlantique. En pourcentage, alors j'ai les pourcentages, si vous voulez, du départ de Ferrel. Ferrel produit 18 millions et quelque chose de mètres cubes par an. Dans le 35, il y a 11,4% qui va en Ille-et-Vilaine. Il y a 65,5% qui viennent en Loire-Atlantique. Donc, c'est Cap-Atlantique et la Carène, parce qu'ils alimentent beaucoup la Carène, j'ai des chiffres. Hein. Et puis, il y a 23,1% qui vont dans le Morbihan. Voilà les chiffres. Les chiffres. Merci beaucoup. Micro repris. Catherine Bayache. Oui, nous avions, pour cette table ronde, souhaité que vienne Dominique Boccarossa, parce que c'est quand même quelqu'un qui a mené, qui connaît bien le dossier de l'Oscolo. Vous l'avez suivi dans la presse. C'est un dossier porté par Cap Atlantique pour installer des mytiliculteurs dans un site. Ça date depuis au moins une dizaine d'années.
Donc, est-ce que Dominique, tu veux nous dire un petit peu où on en est? De toute façon, est-ce que c'est une information, hein? On n'est pas ici là pour donner une tribune, etc. Mais on est clair que je pense qu'on ne peut pas faire cette table ronde sans donner un peu des nouvelles de ce parc. En fait, c'est lié, tout est lié maintenant. On n'échappe à rien. D'accord? Quand on parle de la qualité de l'eau, et il se trouve que ce projet, juste un historique très court, ce projet a été localisé à un certain endroit sur la commune de Pénétin, soi-disant pour un pompage pour une qualité de l'eau là où elle était meilleure. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs on a pu le voir, la moyenne de toute façon des zones méthylicoles, enfin sur la baie de Vilaine, c'est-à-dire de Damgan jusqu'à Piriac par exemple, il y a 3 valeurs qui sont A, B, C. B, c'est la moyenne qui permet en fait aux méthyliculteurs d'être en bassin pour réoxygéner le coquillage, la moule, et ensuite pouvoir la vendre. C, c'est le pire, c'est le dramatique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de cuire après le... Donc c'est plus du tout le même rapport. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans de l'agroalimentaire et non plus dans de la vente de moules de bouchon. En A, ça n'existe pas, sauf ponctuellement, de temps en temps. Ponctuellement. La moyenne, c'est B. La moyenne, c'est B. Moi, je sais. C'est vous qui avez le micro. Il y a les 3. Voilà. C'est vous qui avez le micro. Donc, le projet LOSCO... voisin, là, après, si vous le voulez. Ben non, mais je ne dis pas le contraire. Mais si vous voulez faire un petit... Oui, allez-y. Frédéric me dit qu'il y en a au moins la moitié en A, mais de toute façon, c'est mobile. C'est-à-dire que le A ou le B bouge. C'est clair que c'est jamais au même endroit. Passez-lui le micro un peu. Voilà. Passez-lui, il va vous le redonner. Allez-y, avancez. Oui, non, oui. c'était pour dire ça. Ben dites-le. Ouais. On n'entend pas. Non, sérieusement. C'était simplement pour dire qu'une partie, la moitié est en A, l'autre partie est en B, et bon, en C, ça n'existe pas sur Pénétin, quoi. Alors, ce projet LOSCOLO, c'est d'abord un problème de ce qu'on appelle l'urbanisation et l'artificialisation des sols, d'où le problème de l'eau en général. Il était prévu par la commune de la mandature précédente, comme aujourd'hui de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire Cap-Atlantique, de créer un parc d'activités sur 9 hectares en proche littoral, c'est-à-dire à 400 mètres du rivage. Isolé à environ 100 mètres des premières habitations pour que les nuisances soient au plus faibles, je dirais, pour ce projet. La première réaction qu'on a eue il y a donc 5-7 ans, c'est de réagir parce qu'on leur a dit, mais ce projet date de 25-30 ans. La première question qu'on a posée, c'était de dire, mais est-ce que ce projet ne peut pas être revu, corrigé au vu de la situation actuelle, c'est-à-dire que faire un parc d'activités en proche littoral de 9 hectares avec un réseau viaire et avec les conséquences, par la concentration des activités médicoles, les conséquences de nuisances que ça va créer, est-ce qu'on ne peut pas avoir des alternatives? Ils n'ont pas répondu. Il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a répondu, il n'y a pas d'alternative. À partir de là, l'association Cap Environnement, même après avoir fait des propositions en disant mais il est possible de rénover les ateliers existants qui, eux, occupent déjà le territoire, mais d'une manière à trois endroits différents, et qui représentent à eux 3 à 6 hectares environ, pas plus, mais occupés. On a dit, mais ce serait mieux effectivement de pouvoir réhabiliter ces lieux déjà, avant de graser. C'était un espace qui avait poussé, où les chênes avaient poussé naturellement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une forêt naissante. C'est beaucoup mieux qu'une plantation. Hein. Une forêt naissante, c'est pas rien. Ça met 20-30 ans à exister, et puis ça a toute une biodiversité qui est difficilement récupérable, justement, au bout de 30-40 ans. Donc, encore une fois, on n'a plus le temps. Donc, ils ont été au bout, et l'association Cap Environnement a été au bout. C'est-à-dire qu'on a décidé de porter devant les tribunaux ce projet. Il y avait 2 procédures, c'est pour ça que je résume très rapidement.
il y a eu 2 procédures. Une première procédure sur l'autorisation environnementale qui a été rejetée, donc on a perdu. Et il y a eu, on a fait appel sur cette première procédure, on a fait appel. Et puis il y avait une deuxième procédure sur le permis d'aménager, donc sur ces 9 hectares avec le réseau Vière. Et là, on a gagné. Mais eux ont fait appel. Donc l'affaire n'est pas terminée. Mais ce qui était intéressant pour le permis d'aménager... Non, laissez-le en autorisation environnementale, quand on a perdu, c'est Cap Atlantique qui fait appel. Voilà. Non, mais vous avez bien expliqué. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, putain. Ouais. Oui. Non, je veux dire, non, c'est... oui, enfin moi je voulais simplement terminer. J'ai compris, vous avez dit on appelle les 2 côtés, par l'un et par l'autre. Oui, sauf que le permis d'aménager, là où c'est très intéressant, et là où on a gagné, même s'ils font appel, oui, c'est que par rapport à la loi littorale, et là on y revient finalement, oui, qui est censée justement protéger les eaux littorales, oui, d'ailleurs, puisque on est là pour accepter effectivement, oui, les activités mytilicoles, conchilicoles et autres, mais il se trouve que là où il l'avait positionné finalement il y a 20 ans, ne correspond pas à ce que la loi littorale demande. C'est-à-dire que c'est en espace proche rivage, et là, en espace proche rivage, on ne peut pas faire une densification urbaine aussi importante. Il y a des règles en espace proche rivage qui font qu'on est obligé de ne pas être en densification comme on peut l'être dans une agglomération. Justement, pour des problèmes d'eau, pour des problèmes de pollution, pour des problèmes de toutes sortes, qui fait que voilà où on en est. Voilà un exemple, c'est la justice qui tranchera entre les contribuables et les décideurs. On avait commencé par un tour de table, on va bientôt finir par un tour de table. Mais oui, parole libre. Eh bien, pas de langue de bois, hein? Non, pas de langue de bois. Alors, pour travailler tous les jours sur ces données qualité de l'eau, je vois bien que c'est très complexe et que c'est pas toujours compréhensible de se rendre compte qu'il y a une réglementation qui est très diverse selon les usages dont on parle. Et la difficulté d'après, en effet, c'est le plan d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette qualité de l'eau. Et c'est ce qui croise tous les questionnements que vous avez évoqués sur l'utilisation de matériaux, sur des plans d'épandage, enfin comment on concilie des activités humaines et l'amélioration de cette qualité qui est visée par les différentes réglementations. Donc je pense que des journées comme celle-ci, oui, elles sont très importantes et merci de nous avoir accueillis et invités, même si on est un petit peu en marge de votre zone d'études, parce qu'on est pour nous plus sur le cours de la Loire, mais il y a quand même des interactions avec ce qui peut ressortir de la Loire sur vos côtes. Merci en tout cas. En vous remerciant, Christelle, je remercie aussi les autres intervenants. Moi, j'ai trouvé ça de haute volée. Si je veux bien, je vais remercier tous les intervenants. Je me suis enrichi aujourd'hui de plein de choses. Sur le sujet que j'ai traité, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'inventaire précis des sources et des nappes phréatiques sur le plateau de Guérande et sur la presqu'île guérandaise. Est-ce que cet inventaire serait utile? Peut-être comme eau d'appoint, soit pour des lotissements, avec une eau d'appoint pour les arrosages de jardin, par exemple, ou pour des lave-vaisselle, ou voire les toilettes. Et je pense que cet inventaire serait peut-être utile, ou pas. Merci en tous les cas. Oui, la suite, on fait le tour de table comme ça. Oui, j'ai pas grand-chose. Après, on passera là et on terminera par le président de l'association organisatrice. Oui, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'était intéressant parce qu'il y a plein de choses que enfin, personnellement, moi, je suis pas scientifique non plus, je découvre, mais c'est des choses qui sont à suivre, qui vont être à suivre à l'avenir pour les professionnels, que ce soit les mytiliculteurs, les paluviers ou tous les autres. Et c'est vrai que nous, on est un peu... c'est nous qui prenons les coups, quoi. Donc, faut voir d'où ça vient, quoi. Quand on sait d'où ça vient, on peut se préparer. Mais ça peut être très compliqué. L'avenir n'est pas
Il y a de l'espoir, mais c'est pas. Va falloir bosser. Oui, ben merci à tous. Moi, j'ai repassé la parole aussi à côté. Moi, je ne peux pas m'empêcher, moi, de dire qu'à la fin de notre dernier colloque, on avait effectivement parlé de la montée des eaux et des marais salants. Et on a demandé encore récemment, on a écrit à Cap Atlantique au mois d'avril, avec 1759 ABC, pour demander que des études sur des portes entre le Croisic et Pimbron et puis dans l'étier du Pouliguen fassent partie des études pour protéger les marais. Mais bon, on n'a pas encore de réponse et monsieur le maire nous a dit que c'était parti chez le sous-préfet. Donc voilà. Dominique, c'est à vous. Oui, ça tombe bien parce que j'avais oublié de dire un truc. Fais attention, hein, c'est la dernière fois. Hein. Mais justement. Mais je pense qu'il y a une chose, à chaque fois on l'a survolé, on en a parlé, c'est de l'urbanisation et l'artificialisation. Et je vais prendre l'exemple de Pénétin, parce que l'exemple de Pénétin, c'est comme la presqu'île guérandaise. On a tout. On a l'urbanisation, l'agglomération, les espaces proches rivages, une zone agglomérée en espace proche rivage, on a des zones agricoles et on a des marais et des zones humides. On a tout, comme la presqu'île guérandaise. Et on a 25 km de côte. Et on a effectivement des conflits d'usage, voiliers, méthyliculteurs, etc. Vraiment, c'est un concentré, c'est presque un système fractal, je dirais, de la presqu'île guérandaise. Et donc cette artificialisation, urbanisation, me semble le point mais le plus essentiel, j'irais, pour agir vite. Alors il se trouve qu'il y a eu effectivement en perspective 2050, le ZAN, zéro artificialisation nette, mais c'est 2050. Et sur Pénétin, je prends précisément les chiffres, on a 30% sur le territoire qui fait 2000 km², on a 30% de zones artificialisées, urbanisées, 30% de zones naturelles comprises zones humides, et on a 30% de zones agricoles. On est dans un équilibre précaire, parce que, encore, il va y avoir des extensions d'urbanisation, encore il va y avoir des constructions. Ce n'est pas qu'on interdit les constructions, c'est qu'on sait que déjà, à l'intérieur des agglomérations, il existe des points où on peut encore construire, mais sans extension. Et je pense que l'enjeu de la presqu'île, comme celui de Pénétin, pour permettre justement de maîtriser cette qualité de l'eau, c'est déjà de maîtriser cette extension d'urbanisation qui, elle, de toute façon, provoque des problèmes, ainsi de suite, en termes de stations d'épuration, en termes de rejet d'eau pluviale, de tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc l'enjeu, il est là pour moi. Et malheureusement, il l'est sur Pénétin, je dirais. Mais je pense qu'il l'est évidemment sur la presqu'île. Voilà. Et je vous remercie effectivement tout le monde. Je vous en prie. Frédéric, enfin je crois que c'est Frédéric. Oui, c'est ça. Donc j'ai passé une bonne journée, j'ai appris beaucoup de choses. Et je tenais à dire que, comme les paludiers, la conchiliculture et la méthyliculture, on est les sentinelles de la qualité d'eau, quoi. Et c'est très sensible. Nous, on a beaucoup de problèmes et on est touché si on a une mauvaise qualité d'eau, quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. La mairie, mairie. La sonnette d'alarme a été tirée depuis un bon moment sur la qualité de l'eau. Je constate au sein des collectivités qu'il y a une trop grosse inertie dans l'aspect réglementaire, qui sont les seuls outils de la collectivité pour aider à organiser et à mettre à jour un modèle urbain qui est effectivement obsolète, qui est hérité de l'après-guerre avec des mentalités de densification, de concentration au final. Ça, on revient avec cette notion de pollution, concentration, hein, Paracels, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Et effectivement, il y a un modèle agricole à revaloriser, un modèle urbain à revaloriser, et tout ça est work in progress, on avance. Le président de l'organisation de cette... Oui,
Moi, je terminerai comme j'ai commencé, en remerciant bien sûr tous ceux qui ont contribué à faire de ce colloque et de l'exposition un événement de haute qualité. Je crois que les retours que j'ai eus aujourd'hui sont tous unanimes à ce niveau-là, aussi bien l'exposition pour ceux qui l'ont vu que les intervenants, que les débats, les questions, donc la qualité de l'assistance aussi. Le regret que j'ai, c'est que l'assistance n'ait pas été plus nombreuse. Bon, il y a peut-être des erreurs de communication de notre part qui ont conduit à cela. Je remercie vraiment très chaleureusement tous les bénévoles des associations qui ont beaucoup œuvré, qui ont beaucoup donné de leur temps pour que ces colloques et cette exposition atteignent ce niveau-là. Et je dois dire que j'espère très fortement que la synthèse de ce colloque qui sera adressée à tous les élus de la presqu'île débouchera, je l'espère fortement, sur d'une part des améliorations et d'autre part le maintien d'un dialogue entre toutes les parties prenantes. Parce que, en fait, ce qui manque le plus, je crois, c'est ce genre de table ronde, mais pour ça, il faut que tous les acteurs participent. Et là, effectivement, il y a la carence de certains acteurs qui ne permet pas de déboucher sur des actions concrètes. Voilà. Dernier mot qui n'en est pas un vraiment. Félicitez-vous les uns les autres. J'ai trouvé que c'était intéressant. Vous êtes une communauté. Bon, il y avait plus de monde la dernière fois, mais ce n'était pas plus dense. Il y a beaucoup plus de monde. Mais la richesse des échanges et les différents points de vue et les questions posées, en dehors de Cap Atlantique par son absence, mais ça, personne ici n'en est responsable, vraiment bonne tenue. Je n'ai pas de note à donner, mais vous avez drôlement bien fait. Allez, à plus.